bienvenue sur le plateau de Grand Angle. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité le professeur Eustace Janqui. Bonsoir. Alors, sa devise pourrait être famille et travail. En tout cas, ces mots ont guidé sa vie et ses choix. Aujourd'hui, le professeur Eustace Janqui cumule les responsabilités et les titres. Parmi ses nombreuses fonctions, vice-président du pôle universitaire régional de Guadeloupe, chef du pôle parents et enfants au CHU et plus récemment membre du Conseil économique et social. Des missions qu'il accomplit avec la discrétion et le sérieux qui le caractérise. Personnalité respectée et écoutée, Eustace Janqui fait autorité dans son domaine professionnel. Symbole de la réussite, ce fils d'agriculteur issu d'une famille nombreuse a gravi tous les échelons. Une vie faite de travail mais aussi de sacrifices que nous allons retracer ensemble ce soir, professeur Janqui. Et nous allons tout de suite remonter très loin dans vos souvenirs. Oui, c'est toute ma famille réunie, avec mon père, avec son chapeau. Et puis, une petite sœur qui est accroupie devant, qui est décédée. Et puis le reste de la famille. Enfin, tout le monde n'est pas là, mais une grande partie de ma mère qui était encore jeune. Je crois que c'est vous qui prenez la photo. Certainement. Parce que vous n'y êtes pas. Et la case, la case qui est derrière, la case où on habitait. Donc ça, c'est la maison familiale à Font-Richer, à Sainte-Anne. Richer Sainte-Anne. J'ai peu vécu quand même avec mes parents parce que je suis partie relativement jeune, mais j'ai connu ce temps-là, j'ai connu cette maison. Et alors apparemment, tous les enfants ont été déclarés au moule de naissance parce que c'était, semble-t-il, plus près. Alors que vous étiez domicilié sur Sainte-Anne? Alors c'était plus près, mais il faut savoir que ma mère était matrone et elle s'accouchait. Alors elle s'accouchait elle-même et du coup c'était plus facile d'aller faire la déclaration au moule qui était plus proche que d'aller à Sainte-Anne. Et puis les moyens de communication étaient plus faciles entre Richer et le moule que Richer et Sainte-Anne. Donc les enfants sont déclarés au moule. Auquel cas, on ne sait pas si on est moulien, si on est Sainte-Anne et ce qu'on fait. Et votre papa est agriculteur? Oui. Et donc vous partez, vous l'avez dit, hein, assez jeune, mais voilà, ses parents, hein, que... Ça c'est mon père qui était déjà bien âgé, puis on était déjà de retour, on venait en vacances, j'étais déjà parti quand cette photo a été faite. On venait tous les 5 ans, c'est vrai qu'on n'avait pas la possibilité de revenir souvent. Et là, c'est une photo qu'on avait prise lors de vacances en Guadeloupe. Alors très tôt, vous êtes aussi élevé, comme ça se faisait beaucoup aussi à l'époque, par votre sœur aînée, Cécile, et par votre beau-frère, qui a beaucoup compté. Hein. Oui, mon frère Miran et mon beau-frère Miran qui a énormément compté pour moi parce qu'en fait, j'ai beaucoup appris avec lui. J'ai appris à conduire, j'ai appris à me comporter, j'ai appris à grandir, je suis allé à l'école avec lui. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris. Et ça me fait beaucoup de peine de voir son visage là et celui de mon père. Deux personnes que j'aimais beaucoup. Votre deuxième papa. Oui, tout à fait. Alors vous passez de très bonnes années élevées par votre sœur Cécile, hein, qui est aussi votre seconde maman. Puis à 7 ans, il y a ce départ pour l'école, qui est un départ difficile. Vous dites dans un discours que vous avez prononcé pour votre remise de Légion d'honneur, c'était bien souvent un supplice. Mais il y a quelqu'un aussi qui vous a beaucoup aidé dans ce passage à l'école. Oui, Monsieur Balaguette. Monsieur Balaguette je pense que si je suis allé à l'école, j'ai grandi. C'est un peu grâce à lui, parce qu'à un moment donné... Il y a Armel Balaguette. Hein. Armel Balaguette. C'était donc votre maître d'école de cours élémentaire, on le voit sur cette photo, d'ailleurs de la remise de votre Légion d'honneur, je crois. Oui. Maître d'école de cours élémentaire, 2e année. Oui, parce qu'en réalité, à un moment donné de sa vie, même quand on est enfant, on se demande est-ce qu'il faut aller à l'école, est-ce qu'il ne faut pas aller à l'école. À ce moment-là, les enfants sortent de l'école très tôt. Et moi, j'étais d'une famille très, très modeste et je me posais la question. Et c'est sûr que je n'étais pas forcément bien vu à l'école, on était minoritaire par rapport à une masse de personnes venues d'Afrique. Oui, vous l'avez dit, hein, on n'avait pas idée des tensions à l'époque entre la communauté noire et la communauté indienne qui était minoritaire. Et je crois qu'il m'a beaucoup aidé pour me permettre de dépasser ce moment-là et puis grandir et aller à l'école, continuer à aller à l'école. Il fallait résister pour exister. Ce sont vos mots par rapport à cette époque. C'était si dur que ça? C'était très dur. Je l'ai vraiment vécu douloureusement et je suis très content d'avoir dépassé cette période. Et maintenant, je suis très heureux de voir qu'il n'y a plus cette tension et on peut dire qu'on est des Antillais tout simplement. On ne dit pas qu'on est Indien ni Noir, on est Antillais. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait faire à la Guadeloupe, que toutes les populations soient intégrées. Et c'est grâce à Armel Balaguette qui vous a entouré, qui vous a consolé ce fameux jour où il y avait une classe à l'extérieur, vous n'osiez pas y aller parce que vous aviez peur d'être un petit peu battu par vos camarades. Il était là. Il était là, il a toujours été là. J'avoue que c'est une classe qui m'a beaucoup marqué et c'était le point de départ de la suite en fait.
Et à un moment donné, on se pose toujours des questions sur soi-même. Je m'étais posé la question et il était là à ce moment-là. Vous grandissez et puis, bon, les études se passent. Vous avez 18 ans à peu près, hein, je crois. Ça, c'est le jeune âge. Je ne m'y attendais pas à voir cette photo où j'étais mince. Vous voyez bien que j'ai... Vous n'avez pas changé beaucoup depuis sur la morphologie. J'ai quand même changé un peu. J'avais un style de jeune garçon de Playboy. J'ai quand même grandi, j'ai changé. Ça fait plaisir. À l'époque, de par la modestie de votre famille, vous n'aviez pas forcément de grands projets d'études. Vous vous étiez dit, pourquoi pas peut-être de la biologie ou... Moi, j'ai voulu être enseignant. J'ai voulu être enseignant, j'ai voulu faire chimie, biologie, c'était ce qui allait vite. Et à ce moment-là, on disait le DUS, diplôme d'études, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Et c'était 2 ans. On faisait 2 ans et après, on pouvait passer des concours et puis être enseignant. Et d'ailleurs, même avec un bac, on pouvait être enseignant. Et je voulais m'arrêter très vite pour aller travailler. Et malheureusement, j'avais fait une demande de bourse et la bourse n'avait pas été acceptée pour Montpellier où je m'étais inscrit. Je suis resté en Guadeloupe et du coup, j'ai travaillé comme enseignant avec mon bac. Voilà, vous êtes allé à Baillif. Voilà, je travaillais Vous étiez enseignant dans une classe qu'on appelle à l'époque la 4e pratique, oui. où vous enseignez toutes les matières. Oui. Et finalement, heureusement que vous n'avez pas eu cette bourse d'études, parce que c'est à cette époque-là que vous avez fait une rencontre qui va changer votre vie. Effectivement, j'ai rencontré mon épouse, elle était toute jeune et moi aussi, je n'étais pas tellement vieux. Et c'est vrai Alors, que c'est une vous belle étiez histoire. enseignant, elle était encore lycéenne. Elle était lycéenne. Hein, pour la petite anecdote, elle Oui. était encore en première au lycée Gerville-Réache. Oui. Alors, comment ça s'est passé On s'est mariés, elle était en première. Et moi, je finissais ma première année de médecine. Donc, on s'est connus, elle était plus jeune, elle était en seconde. On s'est mariés en première et elle est restée faire sa terminale. Et moi, je suis reparti après le mariage. Je suis parti faire ma 2e année de médecine en métropole. Et la famille de votre épouse vous a fait confiance? Oui, je pense que oui, parce qu'ils ont accepté que leur fille se marie alors qu'elle n'était même pas majeure, ou à peine. Alors, on va vous voir justement sur cette première année de médecine. Là, un autre look, hein. Ah oui, c'est complètement. Là, je pense que j'étais déjà en métropole. 73-74 à Bordeaux. Oui, j'arrivais. J'avais pas encore une barbe que j'avais quand Vous savez que j'ai beaucoup travaillé et je voulais surtout pas échouer. J'avais dit à mon père que j'allais réussir, je voulais réussir à tout prix. Donc j'ai laissé ma barbe jusqu'à la fin de l'année. Donc au début de mon arrivée, j'avais encore, je prenais le temps pour me raser et après j'avais plus le temps. Alors votre première année de médecine ne fut pas forcément facile, vous l'avez dit. Et vous avez dit aussi, car durant un an, mon cerveau n'avait pas fait d'efforts et un cerveau sans sollicitation devient pauvre. Oui, parce qu'en fait, j'ai travaillé, je fais que de la médecine durant la première année, j'ai fait que ça et rien d'autre. Je connaissais rien d'autre, j'écoutais même pas les actualités, j'étais coupé du monde. Parce que moi j'avais un objectif, un seul et unique objectif, réussir. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai recommencé à vivre. Une fois que j'ai eu mon concours, j'ai vécu. Et jusqu'à maintenant, je ne fais pas que de la médecine, je fais d'autres choses que je n'ai pas pu faire quand j'étais plus jeune. Puis il y a quelqu'un qui a aussi beaucoup compté durant cette première année de médecine. C'est ce monsieur. Oui, Maurice Jassy. Maurice Jassy, je pense que si je suis médecin, c'est un peu grâce à lui aussi. Votre cousin. Bon, c'est mon cousin Germain. Et vous savez, quand j'ai un mois et demi, je crois, avant le concours de médecine, c'était un gros concours parce qu'on était très nombreux dans l'amphithéâtre et on prenait 80 étudiants. Et ma soeur est décédée à Paris. Elle avait 18 ans. Ma soeur, 17 ans. Elle était Annette. toute jeune, Annie. Et je suis parti à Paris et j'avais qu'une envie, c'est de rentrer avec le corps en Guadeloupe. Et lui, mon cousin Maurice, m'a raccompagné sur Bordeaux en voiture. Il est resté 1 semaine dans la chambre universitaire pour être sûr que je travaillais. J'ai rattrapé mon retard et j'ai travaillé. J'ai voulu démontrer que je pouvais encore et j'ai été reçu. Vous avez surmonté le cap, passé cette première année, et puis donc sont venues ces études de médecine à Bordeaux, où il y avait un groupe de joyeux élèves, on va dire. Hein. Ah oui, ce sont des copains d'amphithéâtre. Je vois M. Albina, qui est un de mes amis, et puis d'autres amis, beaucoup d'autres.
que je vois avec beaucoup Alors beaucoup de plaisir. c'était des étudiants guadeloupéens, martiniquais, qui étaient à Bordeaux? Alors, je vois pas bien les têtes, mais en fait, on était tous ensemble. On faisait pas de différence, Guadeloupéens, Martiniquais. Et je vois même Monsieur Sermonson qui est derrière, qui nous a accueillis, qui est en métropole, c'était notre aîné, qui n'était pas étudiant, qui travaillait dans une usine Ford, mais qui accueillait tous les Guadeloupéens qui arrivaient et sa maison était toujours ouverte. Alors quel souvenir vous avez de ces années, de ces premières années de médecine à Bordeaux? Je crois que ce sont les plus belles années parce que c'est où on fait des amis, c'est où on vit vraiment, on rencontre d'autres personnes et on partage, on échange. Ce sont des moments d'échange. Je me reconnais avec ma barbe. Alors c'était pas si facile parce que vous étiez marié Oui. et donc vous deviez faire vivre un foyer tout en étant étudiant. Oui, mais quand vous avez l'envie de réussir, vous avez des objectifs à atteindre, et je crois qu'on se donne les moyens pour les atteindre. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis que je suis jeune, je me suis donné des objectifs. Je savais que j'étais marié, je n'avais pas le droit d'échouer. Donc j'ai travaillé pour ne pas échouer pendant les vacances. Nous travaillions tous les deux, ma femme travaillait aussi. On faisait des jobs et puis on préparait l'année suivante. Toutes nos économies que nous avions faites durant les vacances, on gardait ça pour acheter nos livres, nos bouquins pour travailler. Puis tous les 5 ans, on faisait un peu d'économie comme ça, on pouvait rentrer en Guadeloupe. Bon, il y a quelque chose qui vous rattrape forcément, vous n'avez pas pu l'éviter, c'est le service militaire. Oui. Et donc ça, vous êtes forcément obligé d'y passer. Ah, avec mon fils, oui, oui. Heureusement, parce qu'en fait, le service militaire, contrairement à ce qu'on dit, est formateur. J'ai rencontré beaucoup de gens à l'armée, des gens avec qui j'ai gardé beaucoup de contacts. J'ai appris encore à être plus rigoureux dans ce que je fais. Et je crois que il n'y a pas de hasard. Chaque étape de la vie compte. Il faut savoir utiliser les étapes de la vie pour avancer. Moi, cette étape a été extraordinaire pour moi parce qu'en fait, j'ai rencontré lors de mon service militaire un monsieur qui était militaire, qui était général dans l'armée et que j'avais vu en consultation à Bordeaux. Et quand je suis parti faire une partie de mon internat en Côte d'Ivoire, c'est lui qui m'a accueilli. Il était à la présidence de la République en Côte d'Ivoire. Je crois que c'était Mitterrand qui était président à ce moment-là. Et il était un peu le porte-parole de Mitterrand en Côte d'Ivoire. Alors, ce service militaire, il commence par la marine à Lorient. Ça, c'est plutôt moyen pour votre épouse et votre fils. À force de courrier, vous arrivez donc à demander un rapprochement familial. Là, c'est cette photo. Vous obtenez l'armée de terre à Bordeaux, où là, vous pouvez rentrer tous les soirs chez vous. Ça vous permet de passer votre thèse, finalement, en 1981. Effectivement. J'ai tellement pleuré quand j'étais à Lorient parce que j'avais envie de rentrer sur Bordeaux et je pleurais tous les jours. Mais en fait, je faisais semblant de pleurer pour qu'on puisse me renvoyer sur Bordeaux. En tout cas, ça a marché puisqu'ils vous ont renvoyé. Et ils m'ont renvoyé, mais je faisais semblant de pleurer. Tous les soirs, je sortais du travail, je savais que l'assistante sociale n'était pas loin. Je pleurais, enfin, je faisais semblant de pleurer. Et du coup, j'étais muté sur Bordeaux. J'ai laissé la marine à ce moment-là pour endosser l'armée de terre. J'étais dans un dispensaire, justement, c'est où j'ai rencontré le général qui travaillait en Côte d'Ivoire. C'était un moment extraordinaire parce que là aussi, j'ai rencontré, durant mon service militaire, j'ai rencontré beaucoup de copains avec qui nous sommes restés en contact. Vous aviez déjà choisi à ce moment-là, quand vous passez votre thèse en 81, la spécialité gynécologie? Non. C'est venu plus tard. Je venais de passer mon internat. Voilà. Alors justement, là, vous parliez de la Côte d'Ivoire. Vous partez en Côte d'Ivoire, vous y restez 3 ans. Oui. 80-84. J'ai fait une partie de mon internat en Côte d'Ivoire et c'est vrai que j'ai laissé beaucoup d'amis, beaucoup de copains. J'ai eu beaucoup de plaisir à repartir. Quels souvenirs vous avez de cette période en Côte d'Ivoire? Beaucoup de souvenirs. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à faire de la médecine. J'ai appris à me libérer, à être médecin. Alors, vous savez que quand on fait l'internat en France, on reste longtemps avant de toucher un patient. Et là, j'ai appris tout de suite à toucher un patient, à travailler. J'ai appris à aimer ma profession parce que j'étais peu livresque. Tout de suite, j'étais au bloc opératoire, j'opérais, tout de suite, je prenais les gens en charge. Il y avait de gros besoins à cette époque-là aussi en Côte d'Ivoire? Comme toujours, il y a toujours eu des besoins. Et puis, quand on arrive dans un pays où il manque des médecins, on travaille beaucoup, c'est vrai, au plan pratique, mais si on a le devoir de bien soigner, on fait beaucoup de théorie. Et ce sont les années où j'ai beaucoup plus travaillé sur mes bouquins parce que je ne savais pas et j'allais apprendre. Voilà, donc toujours les photos de votre internat. Extraordinaire. Monsieur, le docteur Constantopoulos, qui est un grec qui a fait son internat, qui a fait sa médecine à Nice,
que j'ai fait venir à Bordeaux. Donc quand je suis arrivé, je suis revenu à Bordeaux et il m'a suivi. Vous n'êtes forcément, pour avoir passé 3 ans en Côte d'Ivoire, pas insensible aux événements qui déchirent la Côte d'Ivoire. Vous avez suivi un petit peu ce qui se passe Je suis très touché par ce qui se passe. C'est vrai que c'est un pays que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup d'amis. On est en contact. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 jours, je ne les ai pas eus au téléphone. Je suis un peu inquiet. Surtout qu'ils habitent Abidjan et actuellement c'est où il y a des combats. J'ai un peu peur qu'il leur arrive quelque chose, mais j'ai peur pour toute la population que j'aime beaucoup. C'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un pays qui m'a permis de faire mes premiers pas dans la chirurgie. Ça me fait beaucoup de peine de voir ce pays qui était très riche quand j'y étais, le pays le plus riche d'Afrique, va partir en petits morceaux pour un problème de pouvoir. Donc c'est triste. Après cette période de la Côte d'Ivoire, donc il y a Tours et puis il y a aussi Bordeaux qui a beaucoup compté avec ce monsieur qui a beaucoup compté dans votre carrière. Oui, c'est mon patron, monsieur le professeur Jean-Joël Lingue. Jean-Joël Lingue il faut dire que quand je suis parti faire une première année de chef de clinique à Tours, parce que mon poste n'était pas ouvert à Bordeaux, et j'aurais dû revenir dans un autre service que celui de monsieur Lingue, et c'est lui qui m'a rappelé, j'étais à Tours, il m'a demandé de venir. Et j'étais monnaie d'échange à un moment donné. Mon patron de Tours lui a dit qu'il me laissait repartir sur Bordeaux à condition qu'il me propose un avenir. Et pour lui, l'avenir, c'était le professorat. Et le professeur Lang n'a pas hésité, lui a dit tout de suite, il me récupère et il me propose de l'avenir. Alors, on n'a pas parlé de ce choix de la spécialité, gynécologie obstétrique. Pourquoi cette spécialité? À un moment donné de vos années, vous avez choisi? Je ne sais pas. Aucune idée. Est-ce qu'il y a, au plan génétique, il y a quelque chose? Je ne sais pas, parce que en fait, je ne savais pas que ma mère était matrone. Et c'est vraiment à mon retour, j'ai appris que ma mère était matrone et c'est elle qui s'accouchait. Et moi, c'est elle qui m'a mis au monde. Et naturellement, j'ai choisi cette spécialité. Quand j'ai fait 3 ans, j'ai fait 18 mois de chirurgie générale. Et après, pour valider la spécialité de chirurgie générale, il fallait absolument faire, durant le cursus, un stage d'obstétrique. Je suis parti faire mon stage d'obstétrique et depuis, je n'ai pas laissé l'obstétrique. Un choix que vous n'avez jamais regretté? Non, non, pas du tout. Et maintenant, je me dis, mais si j'étais dans une autre spécialité, est-ce que je serais aussi heureux? Je ne sais pas. En tout cas, en 1990, vous prenez la décision de vous installer définitivement à Bordeaux avec un projet professionnel solide, puisque vous avez été choisi pour être l'adjoint de votre patron. Et puis, vous recevez un coup de fil qui va changer beaucoup de choses. C'est un coup de fil de Hyacinthe Bastaro qui vous propose de venir en Guadeloupe. À l'époque, il est doyen de la jeune faculté de médecine de Guadeloupe. Alors, votre patron à Bordeaux n'est pas du tout content parce que les plans étaient déjà faits, tout était déjà établi. Mais Hyacinthe Bastaro sait se montrer persuasif. Et je vous propose justement qu'on regarde un portrait de lui parce que c'est aussi quelqu'un qui a énormément compté dans votre carrière. On va regarder un portrait d'Hyacinthe Bastaro tout de suite. Nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, la Marseillaise et une salle tout entière qui retient son souffle. Ce soir, l'émotion est presque palpable. Cet homme, que l'on considère aujourd'hui comme le père de la chirurgie orthopédique en Guadeloupe, a passé 40 ans de sa vie au chevet des malades. 40 années à écouter et à réconforter ses patients. Mais sa distinction, il la doit aussi à son acharnement pour faire sortir de terre le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre et la faculté de médecine. Même si on n'y croyait pas, à partir du moment où moi j'y croyais, j'étais peut-être tout seul à me battre, mais je me battais jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, la ténacité a payé. Tout commence à Marie-Galante, il y a bien longtemps. Nous sommes en 1937. Hyacinthe et sa famille vivent sur les hauteurs de Capesterre. Dans cette maison, pas une goutte d'eau potable. Alors dès le lever du jour, il faut remplir les seaux. Chaque jour aussi, ce sont des kilomètres interminables, sous le soleil brûlant ou sous la pluie. Quand on marche à pied, vous savez, ça vous apprend, vous voyez tout ce qui se passe sur votre parcours, et puis ça vous apprend énormément de choses. Et puis, on demande énormément de choses parce qu'on observe tout ce qui se passe.
Alors, on ne l'a pas pris en entier, c'est un très beau portrait hein, qui a été monté par Christian Rémy et commenté par Marilyn Plaisir. Il a une enfance qui ressemble un petit peu à la vôtre, en fait, Hyacinthe Bastaro, des origines, en tout cas, modeste, rurale. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on s'est parfaitement bien entendu durant toute la fin de sa vie, parce que je suis arrivé, il était déjà doyen, donc j'étais beaucoup plus jeune que lui. Mais il me considérait pratiquement comme son fils, parce que souvent j'allais le voir et il me guidait, me donnait des conseils, parce que j'étais doyen de la faculté de médecine de 2000 à 2005, et j'avoue que j'étais très content d'avoir ces idées, parce que c'est quand on arrive, on est tout jeune, on va très vite et les yeux fermés, mais à un moment donné, il faut revenir à des valeurs, et je crois qu'il m'a enseigné beaucoup de valeurs. Donc, alors, juste au retour des choses, on l'a vu recevoir la Légion d'honneur, c'est lui qui vous l'a remise. C'est vrai, c'est sûr. J'étais très content, parce que quand quelqu'un compte pour vous, c'est encore une autre fierté qui vous remet votre médaille. Ça a été comme une passation, une transmission de savoir, de connaissances, un petit peu, entre vous. Un peu, parce qu'en fait, il n'était pas à l'université, mais moi je le faisais vivre. Et je vivais avec lui, parce que j'étais souvent avec lui, je l'appelais souvent, il me guidait souvent. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour faire mes 5 ans de doyen. Et j'avoue que quand on est jeune doyen, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. C'est comme un enfant qui a besoin d'un père. Et je crois qu'on ne peut pas vivre seul, on n'est pas seul sur Terre. On a besoin des autres, on a besoin de tout le monde. En tout cas, ce retour en Guadeloupe pour vous ne fait pas facile hein, quand vous prenez la direction du service gynécologie et obstétrique au CHU en 1990. Voilà, un souvenir sur cette photo. Tout est à faire. J'étais encore jeune. Hein. Ouais. Et j'avais pas de, voilà, pas de cheveux blancs. J'avais pas de cheveux blancs. Les lunettes, déjà, on se rapproche du physique actuel, mais les cheveux blancs ne sont pas encore là. Mais ça tarde pas à venir. Hein. ça arrive très vite. Donc à l'époque, tout est à faire. Tout à fait. Effectivement, quand je suis arrivé à Pointe-à-Pitre, il y avait un problème d'organisation déjà, mais c'est un peu normal. C'était un gros service, un très gros service. On faisait beaucoup de social dans ce service et on faisait de la médecine classique. Et comme on est devenu CHU, il y a un professeur qui arrive, c'est un peu normal qu'on mette en place les techniques de pointe. Donc il fallait former le personnel au bloc opératoire, même en salle d'accouchement, former le personnel à l'utilisation du matériel nouveau. C'est du nouveau matériel, et les former aussi, former les médecins pour faire les différentes techniques de pointe. Et je suis très, très heureux qu'actuellement, tous les praticiens du service travaillent avec une haute technologie. C'était le but que je m'étais fixé au départ. Je pense que j'ai atteint ce but-là. Maintenant, on continue, la médecine évolue, on s'adapte, et puis au fur et à mesure, les techniques changent. Alors, on va passer à un aspect plus personnel de votre vie. Ça, c'est un souvenir aussi. De l'Inde. Ouais. Le Taj Mahal. Donc, un voyage que vous avez organisé en secret. Vous voulez faire une surprise à votre épouse, j'imagine? C'est vrai que en fait, nous sommes mariés jeunes, et comme on était tous les deux de famille modeste, on n'a jamais vécu vraiment, on n'a jamais voyagé, on n'est jamais sorti faire de longs voyages, et j'ai voulu vraiment marquer le coup. J'ai préparé ce voyage avec un copain que j'ai de l'Inde, que j'ai eu par téléphone. On a organisé tout le circuit, et puis j'étais obligé de lui dire quand j'ai... Vous cherchez les numéros des passeports. Voilà, à ce moment-là, je pouvais pas la retenir. Alors, on a été un petit peu vite, on va juste rester un petit peu sur l'Inde. Pourquoi avoir attendu 2010 pour aller en Inde, là où sont vos origines? Moi, j'ai vécu en Afrique, et je sais que c'est très douloureux. Quand je voyais des gens pauvres, des gens qui allaient chercher à manger dans les poubelles, ça me faisait beaucoup de peine. D'ailleurs, quand je suis arrivé ici, j'ai pris beaucoup de temps pour aller en Haïti. Et je suis allé en Haïti quand je suis devenu doyen. Sachant que l'Inde, ce sont mes origines, et je me suis dit, peut-être que j'accepterai pas facilement la pauvreté et la misère. Et c'est pour cela que je suis allé à un moment où j'étais plus préparé, mieux préparé pour affronter cette misère en Inde. D'ailleurs, ça s'est très très bien passé, parce que les gens ont une philosophie qu'on n'a pas en Europe. C'est une philosophie qui est très particulière. Il n'y a pas d'agression. Même si il y a beaucoup de mendiants, il n'y a pas d'agression dans les rues. Il n'y a pas de... Moi, j'ai jamais vu un accident, alors qu'en réalité,
sur sur une route à 4 voies, il y a 6 files de voitures. Les gens circulent de pare-choc à pare-choc, il n'y a jamais d'accident. Il n'y a jamais des engueulades entre deux conducteurs. Ça n'existe pas en Inde. Ils klaxonnent beaucoup, c'est vrai, mais les gens se respectent beaucoup. Cette philosophie, on ne l'a pas. On ne l'a pas ici en Europe. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Cette appartenance à la communauté indienne, aujourd'hui, vous la revendiquez, mais vous vous méfiez aussi, vous êtes prudent par rapport à un communautarisme qui serait un peu trop exacerbé, puisque justement, vous l'avez dit, vous êtes pour un brassage culturel. Je ne revendique pas forcément ce communautarisme. Au contraire, je voudrais pas aujourd'hui que je fasse partie d'un clan. Je suis guadeloupéen, je suis antillais. C'est vrai que j'ai mes racines, je n'oublie pas mes racines. J'ai des amis, je milite partout. Je peux être aussi bien dans une association où il n'y a pas du tout... Vous êtes président du comité Missari qui met en valeur le costume traditionnel. Et ça ne me gêne absolument pas parce qu'au début, peut-être que je n'aurais pas pu le faire quand je suis arrivé ici. Maintenant, j'ai mûri, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde et je pense que les gens ont du respect pour moi aussi quand je fais quelque chose. Ce n'est pas une forme de communautarisme d'être président de Missari. C'est me faire plaisir aussi. Alors, on va finir cette première partie personnelle avec cette photo qu'on a entrevue tout à l'heure. Alors, comment on appelle ça, ce costume, en fait, qu'on voit souvent? C'est une toge? C'est un peu l'équivalent. C'est l'équivalent. Comment ça s'appelle? Oui. C'est un nom, non? Oui, on pourrait l'appeler toge. Toge, voilà. C'est plus facile pour vous. Voilà. Qui la porte? Alors, ce sont les professeurs. Chaque spécialité a sa toge. Chaque spécialité a sa toge et la couleur varie en fonction des spécialités. La médecine, c'est rouge. Et quand on est doyen, il y a d'autres décors qui vont avec le poste, avec la mission. Donc, les lettres ont une couleur, le droit a une couleur. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas très formalistes en France. Nous ne sommes pas très... nous ne sommes pas comme en Afrique. En Afrique, quand il y a une thèse de médecine, vous avez tous les professeurs qui sont habillés. Qui ont leur toge. Pas ici. Très peu dans les thèses de sciences, certaines thèses. Mais en médecine, on n'en fait pas. Il y a certaines grandes occasions quand même à l'UAG où les professeurs se mettent en toge. Il y a des grandes occasions. Mais c'est vrai qu'en Afrique, quand vous allez assister à une thèse de médecine, vous avez tous les professeurs qui sont en toge. Et d'ailleurs, c'est une très très grande fête avec, vous avez des centaines et des centaines d'invités. Alors vous voyez que ça marque la vie des étudiants, ça marque la vie de l'université. Le côté solennel. Tout à fait. Alors je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette émission, puisque nous allons aussi parler effectivement de manière plus précise un petit peu de votre rôle à l'hôpital, mais aussi à l'université, avec deux invités qui vont venir nous rejoindre tout de suite. Deux invités, donc j'espère que ça va être une bonne surprise pour vous. Hein. Jean-Yves Leborne, venez messieurs, venez. Jean-Yves Leborne, médecin anesthésiste au service gynécologie. Et Teddy Toto, interne à ce même service. Prenez place tous les deux à ce même service. Voilà. Est-ce qu'on a bien gardé la surprise? Ah oui, alors vraiment, je n'y croyais pas du tout. Du moins, je n'avais pas du tout évoqué la présence de ces deux collègues. Donc Teddy Toto, qui est interne donc, au service gynécologie, Jean-Yves Leborne, médecin anesthésiste, réanimateur, j'ai oublié, service gynécologie. Vous avez suivi cette première partie d'émission en coulisses. Alors, j'ai dit au départ qu'il y avait des mots qui le caractérisaient, notamment il y a le mot travail. Alors il paraît que le professeur Jonquet est un bourreau de travail. Comment on fait pour rester au même niveau quand on a quelqu'un qui travaille autant, Lydie? Tout d'abord, effectivement, le fait d'être dans son service, de le côtoyer tous les jours, déjà on apprend à travailler, on essaie de travailler un petit peu comme lui ou tout autant. Et donc c'est vraiment un modèle pour nous d'avoir un patron qui arrive à s'investir autant dans tout ce qu'il fait et passer autant d'heures au CHU. Et qui malgré tout justement arrive à s'investir dans la formation et aussi dans bien d'autres domaines. Docteur Leborne? Oui, on peut dire que notre ami Eustase est un bourreau de travail. Et je dirais même que le travail est sa religion. Et à ce titre, c'est une véritable locomotive. Il faut de l'énergie pour le suivre. Et toutes ces choses qu'il a dites, qu'il a évoquées concernant les sacrifices, méritent vraiment d'être soulignées. Hein.
Et Alors pour illustrer ce travail, vous la voyez cette photo? Oui, professeur Jean est derrière vous. Voilà, alors cette photo, voilà, votre femme me l'a donnée en disant il faut absolument que vous la passiez et que vous lui demandiez pourquoi à 4 heures du matin dans son bureau à la maison, il se met dans son duvet pour travailler. Alors, je sais pas, pardon. Donc je vous pose la question ce soir, puisque vous vous levez à 4 heures du matin et jusqu'à peu près 5h30, vous travaillez chez vous dans votre duvet. C'est vrai. En fait, quand j'étais étudiant, j'avais besoin de me concentrer. Et comme il fait très froid en France hexagonale, je rentrais dans ce sac de couchage, un sac de couchage. Je rentrais dedans jusqu'aux épaules et je travaillais, je me concentrais. Il n'y avait pas froid et je travaillais, mes idées étaient fixées sur ce que je faisais. Et je pensais à rien d'autre. C'était une manière pour moi de rentrer dans une sorte de microcosme. Et je rentrais dedans et je travaillais. Si je veux vraiment me concentrer sur un sujet, je rentre dans mon sac de couchage et je travaille. Donc la seule différence, c'est qu'il fait à peu près 30 degrés en Guadeloupe. Donc ça ne me gêne absolument pas. Bon. Ce sac de couchage, du coup, c'est un peu votre marque de fabrique. Tout à fait. Et vous voyez, jusqu'à maintenant, mon sac de couchage est sur mon siège, dans mon bureau. Et vous voyez, dans le bureau, j'ai tout. Je tourne la main, je peux photocopier, je peux rentrer sur Internet, je peux envoyer un SMS, je peux faire ce que je veux. J'ai tout sous la main. Alors Teddy, vous avez dit en parlant du professeur Jean-Qui que c'était pour vous un modèle. Qu'est-ce qu'il représente quand vous avez décidé de commencer à faire médecine? Qu'est-ce qu'il représentait justement dans le milieu de ça, Jean-Qui? Déjà pour moi, quand j'ai commencé ma première année à l'UAG, donc c'était mon doyen. Donc voilà. Mais vraiment, c'est quelqu'un que je connaissais avant même d'entrer en médecine. C'était un homme qui était relativement connu en Guadeloupe. Donc pour moi, c'était vraiment un exemple à suivre. Parce qu'on a des modèles dans le domaine du sport, de la culture, mais un petit peu moins dans le milieu médical. On a parlé du professeur Yacine Bastaro. Il y avait aussi pour moi le professeur Jean-Qui était vraiment un modèle. Donc vraiment, j'avais envie justement de suivre un petit peu cette voie. Et peut-être pas à la même échelle, mais de me donner tout autant pour essayer d'arriver à quelque chose en tout cas. Le choix de la spécialité, parce que vous avez choisi aussi la gynécologie, elle est due au professeur Jean-Qui? C'est un rapport? Pas nécessairement. C'était pas une vocation, puisqu'après avoir passé l'internat, je savais pas trop ce que j'allais faire. J'ai longtemps hésité entre la chirurgie, entre la médecine. Et je me rappelle, c'était un samedi matin, j'ai demandé à le voir. Donc on s'est rencontrés, je crois, très tôt. Il devait être 6h30. On s'est rencontrés dans son bureau. Et là, j'ai compris justement que c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à commencer ses journées très tôt et à les terminer très tard. Voilà, donc on a discuté. Il m'a parlé un petit peu de son service, de la spécialité. Et là, je me suis dit qu'effectivement, que j'allais être bien formé dans son service, que j'allais être formé à des techniques de pointe. Et surtout qu'elle allait s'investir dans notre formation. Donc c'est sans doute que j'ai choisi la gynécologie et en Guadeloupe. C'est ce qui vous a aussi poussé à revenir, puisque vous n'avez bénéficié que de la première année à l'époque de médecine. Tout à fait. Donc vous avez dû faire le reste en métropole. Voilà. Et vous avez choisi de revenir. J'ai choisi de revenir, effectivement. Ouais. Parce qu'il m'a donné la garantie d'être bien formé ici, éventuellement de repartir à l'étranger, peut-être pour éventuellement des formations complémentaires. Donc j'avais vraiment le sentiment de ne pas être embrigadé en Guadeloupe, de pouvoir évoluer dans mon milieu, de pouvoir me former à ses côtés et avec les autres médecins du service, tout en ayant quand même un pied à l'extérieur, une certaine liberté en fait. Alors, docteur Lebon, on l'a abordé tout à l'heure avec le professeur Jean-Qui. En 1990, il récupère un service de gynécologie obstétrique où tout est à faire. Qu'est-ce qui l'a permis de faire avancer dans ce service pour que ce service soit aujourd'hui ce qu'il est, c'est-à-dire un service reconnu au CHU? C'est-à-dire sa capacité de travail a permis au professeur Jean-Qui de propulser des actions qui étaient probablement déjà naissantes, déjà en place, mais sa présence et sa grande rigueur lui ont permis de rassembler autour de lui un certain nombre d'énergies, et ces énergies-là ont abouti à un service formateur et reconnu. Reconnu, pourquoi? Il y a pas si longtemps que ça, il y a eu un audit européen qui a concédé sans hésitation un certificat une reconnaissance de la capacité de formation à l'échelon européen pour la spécialité d'obstétrique. C'est-à-dire que des étudiants provenant d'Écosse ou d'autres endroits de l'Europe sont informés que ce service est reconnu comme formateur, fait partie de la liste des services formateurs. Il s'est entouré de collaborateurs compétents, et il a
comme grande préoccupation de s'assurer de sa relève. C'est une préoccupation qui... Je vous coupe un petit peu, mais à tel point que son nom est quand même totalement associé au service de gynécologie. Quand on dit le professeur Janqui, c'est pratiquement automatique. Ah oui. En fait, vous fusionnez avec ce service, c'est un petit peu ça finalement. Il l'incarne, mais tout en ayant comme préoccupation de pouvoir déléguer, détacher et de former sa relève. À ce titre, il a un adjoint qui est dans les rangs et qui a toute sa confiance. On l'a vu sur ces images, hein, la formation, ça a aussi été un long combat pour vous, de pouvoir faire en sorte que des étudiants en médecine puissent commencer leur première année ici. Hein. Leur première, puis leur deuxième, puis leur troisième. C'est très important parce que vous savez que nous avons des départements où la densité médicale est très, très faible. Et si on ne commence pas par former nos collègues, on ne peut pas penser que nous aurons une densité médicale qui s'améliore. Ça ne s'améliore pas. Déjà, la première année a fait que nous avons plus d'étudiants qui reviennent s'installer. Puis la deuxième, la troisième année, je pense que là aussi, plus ils restent quelque part, plus ils ont envie de revenir. C'était un peu mon combat pour qu'il y ait un cursus médical complet aux Antilles-Guyane pour que nos départements soient un peu plus pourvus en médecins. L'envie de revenir, vous n'êtes pas dit à un moment donné, je vais peut-être aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des étudiants, on va dire guadeloupéens, martiniquais, qui n'ont peut-être pas envie de revenir parce que le CHU n'est peut-être pas à la hauteur de leurs espérances ici et qui finalement choisissent de rester en métropole? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais dans mon cas précis, je savais justement qu'en gynécologie, j'avais la garantie d'être bien formé. Donc c'est ce qui m'a déjà attiré vers cette spécialité et pour la faire aux Antilles. Et aussi, comme je l'ai dit précédemment, on garde quand même des contacts avec les facultés extérieures. On a la possibilité de faire des années dans d'autres facultés pour justement favoriser les échanges dans d'autres facs et vraiment acquérir un petit peu des compétences autres. Docteur Lecourt, on arrive toujours à justement attirer de jeunes médecins à venir en Guadeloupe, parce qu'il y a aujourd'hui peut-être des spécialités qui sont peut-être un peu plus sinistrées que d'autres, où on manque de relève, justement. Certes, il y a un déficit chronique et aigu en anesthésie, ça est bien connu, mais aussi dans d'autres spécialités. Et il est important que des locomotives telles que le professeur Janqui et d'autres, dans d'autres services, je pense au professeur Blanchet et à d'autres responsables médicaux très actifs, de pouvoir maintenir une image du CHU suffisamment valorisée pour que le moment venu, au moment des choix importants, nos jeunes collègues puissent comprendre qu'ils ont leur place à prendre dans un service tel que, enfin dans un hôpital tel que celui-ci. Les défis sont nombreux, les chantiers sont importants, mais nous espérons que, au fur et à mesure des efforts, on va en parler justement de l'image du CHU. En 1206, je recommence, en 2006, on n'est pas remonté aussi loin, le CHU traverse une longue crise, une crise difficile avec une grève de plusieurs mois menée par notamment l'UGTG. Et vous écrivez une lettre ouverte où vous évoquez les difficultés que traversent alors les personnels de l'hôpital et les dégâts causés par cette grève. Une lettre alors où on sent vraiment que vous avez un regret, une inquiétude par rapport au mal que cette grève cause finalement au CHU. Et vous dites notamment ces mots: les patients ont perdu confiance dans leur hôpital, mais aussi en leurs compatriotes. Il leur faudra beaucoup de temps pour reprendre confiance. Il leur faudra de nombreuses années sans mouvements sociaux pour les faire revenir sur ce morne de l'hôpital. C'est un cri du cœur, un peu, cette lettre? Un peu, parce que je suis effectivement, à travers cette lettre, j'ai revendiqué mon appartenance à la Guadeloupe de façon très forte. Donc j'ai voulu que la population comprenne qu'il faut à un moment donné arrêter, même si c'est un droit que les employés ont obtenu, le travailleur a obtenu, mais à un moment donné, il faut avancer. Il ne faut pas s'éterniser parce qu'on casse les outils que nous avons. Nous avons un outil de travail, et puis casser l'outil avant que cet outil renaisse, il faut du temps. Avant que la population reprenne confiance à cet outil, il faut du temps.
Et vous savez que quand on fait un jour de grève dure, c'est entre pratiquement 180 000 euros par jour de moins pour l'hôpital. Et moi, j'aime fondamentalement la Guadeloupe, j'aime les gens, j'ai envie de dire que tout fonctionne bien. J'ai envie de dire que tout fonctionne bien, c'est mon objectif. Quand je fais quelque chose, je ne fais plus rien pour moi, je fais pour les autres et j'ai envie que nous puissions laisser quelque chose. J'aurais aimé que chacun de nous mette une pierre pour essayer de bâtir l'édifice. Et c'est chacun de nous qui va venir mettre sa pierre pour que après cet édifice devienne un édifice pérenne. C'est ça l'objectif. Ce courrier, vous avez dit aussi, depuis très longtemps, nous savons que notre établissement ne répond pas aux normes de fonctionnement ni aux besoins de santé pour la population. Il devra être reconstruit. Or, chaque mouvement social retarde la discussion, retarde le projet de construction, imposant de nombreuses années de travail dans des situations difficiles se dégradant chaque jour. C'était en 2006. Depuis, il y a eu d'autres événements qui ont secoué le CHU et encore retardé ce processus. Ça fait partie aussi des inquiétudes que vous avez. Parce que finalement, ce processus de reconstruction du CHU est retardé systématiquement. Alors le processus de reconstruction semble être en stand-by pour des raisons probablement économiques, des raisons politiques, enfin en tout cas des raisons qui nous dépassent. Ce qui est certain, c'est que ne répondons plus aux normes de sécurité sismique. L'heure est grave, c'est-à-dire qu'il devient urgent de pouvoir déterminer, que les engagements financiers soient forts, pouvoir déterminer un début de travaux, ou en tout cas que les choses se débloquent. Ceci dans des délais les plus courts possibles. Teddy, quand vous parlez du fait que vous travaillez au CHU de Pointe-à-Pitre, à d'autres étudiants avec qui vous êtes restés en contact, quelle image ils ont du CHU en Guadeloupe? Globalement, l'image, elle est relativement bonne. Même si, comme partout, il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais globalement, elle est bonne. Puisque quand on va justement, quand on a l'occasion d'échanger ensemble, on discute de ce qu'on fait dans nos services respectifs, de ce qu'on apprend, des différentes techniques qu'on a, et on se rend compte qu'au final, il n'y a pas de grande différence. Et je dirais même l'avantage qu'on a aux Antilles, en tout cas particulièrement dans le service de gynéco, c'est de pouvoir être relativement autonome. Et on a le sentiment d'appartenir à une équipe. Voilà, parce que c'est quand même une petite équipe, elle n'est pas si grande, donc on peut être vraiment formé un petit peu tous les jours en côtoyant les différents médecins. Donc c'est vraiment un compagnonnage, on a vraiment l'impression d'appartenir à cette équipe. Je pense que c'est vraiment un gros plus pour la formation. Ça c'est l'esprit que Stage Jean-Qui a su insuffler à ce service, justement un esprit d'équipe dans un service qui fonctionne soudé. Je pense que oui. De même, entre les internes, il fait en sorte qu'on puisse justement se rencontrer à l'occasion de séminaires. Je crois qu'il est relativement opposé à la visioconférence. Voilà. Ça fait économiser de l'argent pourtant, professeur Jean-Qui. C'est vrai que ça fait économiser de l'argent, mais je pense que les valeurs humaines, les contacts humains ne peuvent pas être remplacés par la visioconférence. Des fois, on a besoin de voir les étudiants, on a besoin de se voir, de parler en présentiel. Et je crois que rien ne remplacera ce contact humain. Bon, évidemment, quand on se connaît, si c'est pour juste une réunion, la visioconférence est intéressante. Mais il ne faut pas que nous remplacions l'être humain par la visioconférence. Je crois que tout ce que a dit Teddy puis le docteur Le Borgne est vrai. Nous avons un hôpital qui souffre beaucoup. Il y a l'image, cet hôpital n'était pas adapté à la psychologie du Guadeloupéen. C'est un modèle métropolitain qu'on est venu déposer sur un morne, alors que le Guadeloupéen aurait préféré avoir un modèle pavillonnaire. Vous savez qu'on a beaucoup de liens encore avec l'Afrique. Et vous savez qu'en Afrique, les hôpitaux sont dans un parc. Et il y a des arbres dans ce parc et les parents viennent faire à manger. Ça se rapprocherait un peu plus du CHBT. Oui, les gens viennent sous les arbres. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ce stade-là, mais il faudrait peut-être qu'on s'inspire un peu pour éviter de faire ces gros bâtiments où les gens ne se retrouvent pas. Donc il y a l'aspect extérieur, mais Teddy l'a bien dit, il y a au sein des services, il y a un accueil qui est fait au niveau des services. Et nos internes, on les prend en charge, on les coach. Alors que c'est vrai, quand on regarde ce bâtiment, il n'est pas très agréable, on n'a pas envie d'y aller. On a beaucoup stigmatisé l'accueil aussi, fait au CHU dans certains services. Alors est-ce qu'on est bien accueilli au service de gynécologie? Est-ce que ça aussi c'est important? On est quelque part, voilà, on a le sentiment des fois le CHU de dire oh là là,
Le personnel n'est pas aimable, on est mal accueilli. J'aimerais dire une chose particulière que j'ai trouvée dans ce service et que nous avons développé avec ça, c'est accorder toute sa place dans un service où la technologie est puissante et bien rodée, le matériel technique est de pointe, mais on accorde toute sa place à la partie émotionnelle et il a tenu à ce que nous recrutions des psychologues. Ce qui veut dire qu'au-delà des gestes techniques et du grand sérieux, de la grande rigueur, il y a aussi une écoute. Et c'est un service qui, c'est mon sentiment, donne la part entière à toute cette particularité émotionnelle et psychologique des patientes qu'ils prennent en charge. Et ça mérite vraiment d'être précisé. Il n'y a pas eu de fuite un peu dans le privé en disant, oh là là, CHU, maternité, c'est pas terrible. Alors, vous savez qu'il y a deux choses. Il y a l'accueil, vous avez parlé de l'accueil, mais l'accueil, c'est général. C'est général. L'accueil, vous allez dans des hôtels, vous voyez que l'accueil n'est pas encore ce qu'il aurait dû être. Et je pense qu'il faut professionnaliser vraiment cet accueil à tous les niveaux. Et cet accueil, c'est vrai que je parle de professionnalisation quand on parle des hôtels ou bien dans des commerces. Mais en réalité, on est souvent prédisposé à accueillir correctement aussi. Il y a des gens qui ne font pas des cours d'accueil et qui accueillent correctement. Alors, vous avez parlé des fuites. Alors, nous avons, quand je suis arrivé à Pointe-à-Pitre, on devait faire le moins d'accouchements possible et faire que des accouchements difficiles. Donc, garder au CHU que ce qui était difficile. Et au fil des années, on s'est rendu compte que les hôpitaux étaient payés à l'acte. Et on a changé. Alors que moi, je m'étais engagé à faire que les choses difficiles à l'hôpital. Au moment où j'ai réussi, on dit que ben oui, mais les hôpitaux sont payés à l'acte. Ça veut dire que plus vous faites des actes, plus vous serez payé, plus vous aurez des ressources. Et bien voilà, au moment où j'ai fait partir tous les accouchements normaux en clinique, on me dit qu'il faut travailler davantage. Maintenant, il faut reprendre le chemin, faire le chemin en sens inverse, essayer de récupérer les femmes qui vont accoucher ailleurs. Alors qu'en réalité, c'est pas ma devise. J'ai pas envie de voir accoucher toutes les femmes au CHU de Pointe-à-Pitre. J'ai envie que les gens qui accouchent aient choisi l'endroit où elles veulent accoucher. Et deuxièmement, continuer à faire de la pathologie aussi. Alors, je vous avais demandé, en préparant l'émission, d'essayer de me trouver des histoires ou anecdotes qui pourraient illustrer la faculté de travail ou la manière d'être de Stas Janqui, parce qu'on va peut-être pas lui faire que des compliments non plus, il a certainement quand même quelques travers. Il est peut-être autoritaire, il est peut-être un peu rigide, il est peut-être un peu trop pointilleux, un peu trop pénible. Oui, il a une forme d'impatience, l'impatience des hyperactifs. Il y a une forme d'impatience que parfois il m'arrive de devoir modérer et tempérer. Mais si on ne lui oppose pas une raison très précise au contretemps qui sont nécessaires, eh bien, il va mettre la main à la pâte et il va faire lui-même, déplacer un brancard, pousser un lit et faire accélérer les choses. Ouais. Donc cette forme de patience est... Alors on voit que là, votre hyperactivité, vous essayez de la mettre à profit. C'est un entraînement à l'occasion d'un relais le relais des médecins. Le relais interentreprise. Le relais des médecins du relais interentreprise. Voilà. Vous aviez été coaché sévèrement, d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Je me rends compte. Je n'avais jamais vu ces images. Donc, oui, une hyperactivité. Et donc, il faut suivre le mouvement quand on a un patron qui arrive à 6 heures au CHU. C'est sûr. C'est un rythme. Effectivement, il arrive avant 6 heures même, puisque nous, on arrive des fois à 6 heures. Il est déjà là. Sa journée a déjà commencé très tôt. Je crois savoir que le midi, il ne fait pas forcément de pause. Le soir, on part. Il est bien souvent encore là. Quand on est de garde, donc toute la nuit sur le CHU, donc il part très très tard. Donc c'est sûr que c'est un rythme à suivre, mais on prend le pli et on s'y habitue. Cette rigueur qu'il a, cette discipline, forcément il l'impose aussi à son service. Ah oui, c'est sûr qu'il faut pouvoir suivre la marche, il faut pouvoir suivre le train. Mais encore une fois, c'est dès qu'on a pris le pli, on s'y fait, ce sont des habitudes. Donc on prend comme ça certaines habitudes de travail et que j'espère ne pas perdre après en fait. Alors est-ce que c'est un faux calme ou est-ce qu'il se met véritablement en colère ? En colère, non. Mais en fait, il arrive à le faire ressentir, du moins. Il ne va jamais s'énerver, mais quand on sait qu'il est un petit peu agacé, on le comprend tous assez rapidement. Voilà. Donc des colères froides. Voilà, des colères froides qui sont peut-être parfois les pires même. Voilà. Parce que justement, il ne s'énerve pas. Hein. Il a la parole sobre, il n'ose jamais le ton, mais il arrive à faire passer les messages et il obtient le résultat. En fait, c'est un manipulateur bienveillant parfois. Un manipulateur bienveillant, il arrive
à faire bouger les choses dans le sens qu'il souhaite. Il a beaucoup d'obstination. Ils ont bien rapporté mon point faible. Hein. Mon point faible, c'est ça, c'est l'impatience. Effectivement, je retrouve à travers les propos des deux collègues. Alors, vous avez aussi accepté beaucoup de sollicitations, vous êtes au Conseil économique et social, etc. Comment vous trouvez encore le temps? Sincèrement, quand je vois votre CV que vous m'avez envoyé, vous m'avez dit, je n'ai envoyé que 18 pages de ce que vous faites. Comment vous trouvez encore le temps? Vous faites encore des consultations Oui. au service. Comment vous trouvez encore le temps d'assurer, d'être présent, de suivre ce qui se passe, avec tout ce que vous faites autour? Alors, quand j'ai fait des études de médecine, c'était pour être médecin. Donc, je ne pouvais pas aujourd'hui, même avec les autres activités, arrêter la médecine. Donc, je continue à faire de la médecine. J'aime beaucoup ce que je fais. Je fais la médecine, j'opère beaucoup, j'opère le mardi et le mercredi, mais j'opère beaucoup, je consulte, je fais ma visite, je fais encore beaucoup de choses, mais tout cela passe par l'organisation et la rigueur. Donc quand on est organisé, on sait que dans la journée, on peut avoir 3-4 réunions, mais il faut que les réunions commencent à une heure bien précise, se terminent à une heure bien précise. Quand on fait une réunion à l'hôpital, le matin on commence à 7h30, c'est 7h30. C'est pas à 8h, c'est 7h30. Ce qui veut dire à 8h on a fini, on passe à autre chose. Alors, ce qui fait que pour l'hôpital, j'ai des jours où je travaille à l'hôpital, je travaille complètement à l'hôpital, des jours où je travaille à l'université complètement, et une semaine, 2 jours par mois, la 4e semaine de tous les mois, je pars en métropole pour le Conseil économique, social et environnemental. Alors, il nous reste un peu moins d'une minute pour conclure sur ce que vous auriez, puisque cette émission lui était consacrée pour que les Guadeloupéens connaissent mieux son parcours, pourquoi il en est arrivé là aujourd'hui, ce que vous aimeriez dire pour conclure cette émission sur ce qu'a fait Eustache Jeanqui, sur ce qu'il est aujourd'hui et sur ce que peut devenir son service quand il acceptera un peu plus tard d'arrêter de prendre sa retraite ou de passer la main. J'espère que le service continue garde en tout cas ses lettres de noblesse, parce que je pense qu'actuellement il les a, que ce soit ici ou au plan national. C'est un service qui est reconnu. Et je sais que c'est pour ça qu'il forme sa succession, pour que justement que le service puisse être reconnu et ne s'effondre pas à son départ. Docteur Leborgne, je dois dire que vous courez aussi, hein, vous êtes compagnon de footing, je ne sais pas si vous arrivez à le suivre. Oui, et d'ailleurs je dois lui demander de ne pas m'en vouloir, parce que tous ces jours prochains il faudra courir beaucoup moins vite et peut-être un peu moins souvent, parce que je n'arrive pas toujours à le suivre, c'est vrai. Dire que il est normal, et votre émission en ce sens est extrêmement importante, de donner de la considération aux gens de leur vivant et leur dire l'estime qu'on leur porte, parce que en donnant du respect aux autres comme il le fait, il obtient en échange, et c'est bien naturel, tout le respect qu'il a en ce moment. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux de vous être prêtés au jeu. Merci professeur Jeanqui d'avoir été l'invité de cette émission. Merci à tous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur notre antenne. Bonsoir.